Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Je suis Claire et je suis avec Christophe pour vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 22 au 29 septembre 2023, la deuxième phase de la troisième lune d'été nord-hiver-sud. Nous sommes donc encore dans une lunaison d'été, mais nous allons avoir l'équinoxe de septembre, le 23. Donc, c'est la deuxième phase de la lunaison donc, du premier quartier, le 22, à la pleine lune, le 29, et nous allons voir un petit peu plus en détail ce qui se passe cette semaine. Je partage donc l'écran avec la fiche résumée qui est... ah ben, tiens, voilà, non, c'est pas elle. La voilà, avec la fiche résumée, donc, que vous retrouverez dans l'article qui sera en ligne prochainement, dans lequel vous aurez tous les détails, et donc vous pouvez télécharger cette fiche en PDF et l'imprimer pour l'avoir sous les yeux autant que vous voulez, pour suivre ce qui se passe en fonction de ce qui se passe dans le ciel, et avec la Terre, bien sûr, et nos lieux particuliers aussi. Donc, j'en profite pour vous demander si vous n'oubliez pas de mettre un j'aime, un pouce, quoi, de vous abonner à cette chaîne. Et je suis ravi parce que le nombre d'abonnés augmente, malgré les imperfections dont je suis parfaitement consciente, mais j'ai envie d'améliorer. Et bah, si vous voulez me soutenir, un petit tip me fera du bien. Et puis, je serai toujours ravi de pouvoir échanger suite à vos commentaires. Donc, merci beaucoup pour tout cela. C'est parti. Donc, la Lune est à son premier quartier, le vendredi 22 à 21h31. Donc, quand la Lune est au premier quartier, elle culmine au début de la nuit. Donc, elle est au plus haut dans le ciel, du côté du sud. Et elle se couche au milieu de la nuit. Et quand elle est à son premier quartier, elle est dans le dernier degré du signe du Sagittaire et Soleil, celui de la Vierge, car le lendemain, c'est l'équinoxe. Et une heure après, même pas, la Lune entre dans le signe du Capricorne, donc vendredi 22 à... Je vais mettre un peu mes lunettes. Vendredi 22 à 22h20. 22h28, je vais faire la belle. 22h20. Devant l'écran, il faut toujours des lunettes. Ensuite, elle est à sa déclinaison minimale, samedi 23, 5h36. Donc, elle est hors limite zodiacale sud au plus bas, donc 28 degrés, presque 29 en dessous du plan équatorial. À partir de là, elle remonte en déclinaison. Samedi 23, toujours à 20h22, elle est conjointe à l'étoile Nunki, donc du Sagittaire, Sigma du Sagittaire, qui se trouve à 1 degré 40 minutes au nord de la Lune, au-dessus donc de la Lune. Et dimanche 24, la Lune atteint sa latitude minimale, donc latitude sud, en dessous du plan de l'écliptique, 5 degrés, ce qu'on appelle le ventre du dragon. À partir de là, elle remonte aussi en latitude. Elle est conjointe à Pluton, toujours dimanche 24 à 22h05, donc bien sûr, on ne voit pas Pluton, qui se trouve au nord de la Lune, mais la Lune peut nous aider à se figurer où se trouve Pluton par rapport aux étoiles entre Sagittaire et Capricorne. Puis, du coup, elle rentre dans le signe du Verseau à 1h29 le lundi 25, la Lune toujours, bien sûr. Hein. Ensuite, elle rentre dans les limites zodiacales lundi 25 à 13h17. Mercredi 27 à 2h18, elle entre dans le signe des Poissons et à 5h, elle est conjointe à Saturne, qui se trouve dans le deuxième degré du signe des Poissons. Saturne est rétrograde. Jeudi 28, la Lune est au périgée, donc au plus près de la Terre. Un périgée un peu moins près que le précédent. Et donc, ensuite, elle est conjointe à Neptune. Conjointe à Neptune, jeudi 28 à 19h54. Donc, 27e degré du signe des Poissons, devant la constellation du Verseau. Pareil, la Lune aide à se figurer où est Neptune, qu'on ne voit bien sûr pas quand il y a la Lune à côté, même avec un instrument. Ensuite, la Lune passe en Ah oui, elle entre dans le signe du Bélier vendredi 29 à 2h17. Elle passe en déclinaison nord
à 9h10, toujours vendredi 29, et c'est la pleine lune à 11h57, donc vendredi 29, pleine lune. Donc on va apprécier cette pleine lune la nuit du 28 au 29 essentiellement, et on va guetter son lever le 29 au soir, qui sera très peu décalé de celui du 28, qui n'est décalé que de 20 minutes plus tard que le 28. On va voir ça avec Stellarium sans tarder. Faisons un petit tour de ce qui se passe au niveau des planètes. Donc au niveau des planètes, le jour du premier quartier, donc le 22 septembre, Mercure est à son élongation ouest maximale et elle est bien visible dans le ciel encore cette semaine. Elle se lève quand même presque 1h30 avant le soleil et son éclat augmente et elle monte en latitude. Donc même si son élongation à partir de là diminue un peu, elle est bien visible jusqu'à la fin du mois. D'abord, où on finira par l'équinoxe, puisque j'ai commencé par Mercure. Ensuite, Mercure passe au plus près du Soleil, donc à son périhélie, samedi 23 à 20h02, c'est donc juste pour fêter l'équinoxe. Mercure entre dans le signe du Cancer en héliocentrique lundi 25, et c'est tout pour Mercure. Donc, l'événement de la semaine majeur, c'est l'entrée du Soleil dans le signe de la Balance, c'est-à-dire l'équinoxe de septembre, qui marque le début de l'automne pour l'hémisphère nord et le début du printemps pour l'hémisphère sud. À ce moment-là, le Soleil est aussi à exactement 12 heures d'ascension droite et sa déclinaison est égale à 0. Il est dans le plan équatorial. Il culmine à midi au zénith sur tous les points situés sur l'équateur et il passe en déclinaison sud. Nous entrons donc dans l'automne. Bien que nous soyons en lunaison d'été jusqu'au 14 octobre, donc où il y aura la nouvelle lune, qui sera d'ailleurs une éclipse de soleil visible au sud de la planète. Alors, je reprends maintenant avec qui c'est qui nous fait des événements encore, c'est Vénus, qui arrive devant la constellation du Lion, puisqu'elle y avait déjà été, puis comme elle a été rétrograde du 27 juillet au 4 septembre, elle était revenue devant le Cancer et elle revient maintenant devant le Lion, puisqu'elle a repris son mouvement direct, et elle est devant le Lion jusqu'au 2 novembre. Et son mouvement est direct maintenant. En héliocentrique, Vénus entre dans le signe du Taureau mardi 26. Et puis, nous avons Mars aussi qui, en héliocentrique, change de signe et entre dans le signe du Scorpion. Les deux planètes vont donc être opposées l'une à l'autre au cours de cette semaine. Je crois que c'est le 24. Et puis, nous avons Neptune qui atteint sa latitude minimale en dessous en géocentrique, et puis qui fait des petites boucles comme ça. Ça suit un petit peu son opposition au Soleil qui a eu lieu la semaine dernière, le 18 septembre. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'il y a comme autres événements, le Soleil qui se lève de plus en plus tard et se couche de plus en plus tôt, mais le jour diminue essentiellement sur le soir et moins sur le matin à cause de l'équation de temps qui fait reculer le midi vrai. Donc, le midi vrai a lieu de plus en plus tôt par rapport au midi moyen en ce moment et jusqu'au 3 novembre, ce qui fait que les jours diminuent moins vite sur le matin que sur le soir. Après le 3 novembre, ça va être le contraire. Donc, les planètes visibles, eh bien, donc Mars qui n'est pas visible du tout, Saturne et Jupiter qui rayonnent dans le ciel du soir. Saturne la première, Jupiter se lève encore un petit peu après le début de la nuit à 21h20. Saturne a passé son opposition au Soleil début septembre. Elle se lève donc avant le coucher du Soleil maintenant et culmine vers minuit. Et Jupiter culmine vers 4h30. Et puis nous avons entre les deux aussi Neptune et Uranus. Uranus qui est très bien situé pour la repérer entre Jupiter et les Pléiades. Mais bon, cette semaine, il y a la Lune qui est très présente dans le ciel, de plus en plus brillante et grosse. Donc, c'est pas trop la semaine pour observer Neptune et Uranus. Et puis, alors, dans le ciel du matin, nous avons Vénus qui se lève à peu près 3h30 avant le Soleil et qui rutile de tous ses feux. Et donc, la petite Mercure qu'on peut voir aux environs de 6h, qui se lève
disons qu'on peut voir à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie avant le lever du soleil. Donc, c'est la chance, là, en ce moment, pour voir Mercure le matin. Bon, ben, quelques étoiles filantes, le maximum des sextantilles de diurnes dans le ciel du matin, beaucoup de phénomènes des satellites de Jupiter, puisque Jupiter est de mieux en mieux visible et s'approche de son opposition. Et puis, voilà, la lumière zodiacale qui est visible en fin de nuit, tant qu'il n'y a pas la Lune, tant qu'il n'y a pas la Lune en fin de nuit, donc jusqu'au 27 septembre. Et puis, le 23 septembre, le jour de l'équinoxe, eh bien, c'est le premier vendémiaire de notre calendrier républicain, et c'est le premier vendémiaire de l'an 232, donc après l'an, c'est 1792 ou 13, 12. 12, hein, le premier. Voilà, alors sautons sur Stellarium et retrouvons-nous sur le terrain avec le soleil qui vient de se coucher le 22 septembre à 20h. Donc on regarde du côté de l'ouest. Il va se coucher pile à l'ouest le 23, enfin déjà ce jour-là, vous voyez. On va remonter un petit peu pour le voir se coucher. Je vais même mettre un horizon sans paysage. On va mettre l'océan. Comme ça, on voit bien que le soleil va se coucher sur le point cardinal ouest. C'est tellement lumineux qu'on ne voit pas. Bon. Vous voyez, il se couche à l'ouest. On ne voit pas le. Mais il est pourtant bien cerné. Et donc, à partir de là, chaque soir, il va se coucher un peu plus vers le sud-ouest jusqu'au 21 décembre où, à la latitude 45 nord, il se couche pile au sud-ouest. À Paris, il se couche plus au nord, il se couche encore plus près du sud. Bien, alors, 1 heure après, il commence à faire nuit. On va se tourner vers le sud, on va trouver la Lune. On est toujours sur l'ancienne carte, mon clair. Ah, Ah, oui, je comprends ce que tu veux me dire. Je reprends le partage. Alors, arrêtez le partage et Ah, reprends le partage. Et donc, je fais partage d'écran. Ah oui, j'avais fait partage. voilà. Voilà. Donc, vous n'avez pas vu le soleil se coucher pile à l'ouest. Je vous la refais. Bon, allez. Non. Le soleil se couche pile à l'ouest. Alors, 1 heure avant, le 22. Voilà. Ah, Soleil. Et là, voilà. alors Mars est dans le sillage du soleil, absolument invisible. Et voilà, le soleil se couche 19h49, voilà, pile à l'ouest. Et donc, je disais, chaque jour, à partir de. Il va se coucher, il va continuer à aller se coucher de plus en plus par là, vers le sud-ouest. Donc, revenons 1 heure plus tard. 1 heure plus tard, voilà, au coucher du soleil, la lune culmine. D'abord, voyons ça, puisque nous sommes le jour du premier quartier. Et 1 heure plus tard, il commence à faire nuit et nous retrouvons notre lune devant la constellation du Sagittaire. Oh, hier soir, elle était conjointe, elle était juste en dessous de l'étoile Tchouba, puisque après, elle a été conjointe Antares. Et là, donc, maintenant, elle est devant le Sagittaire pour le premier quartier. Et puis, chaque soir, elle va être de plus en plus grosse. Alors, on va la suivre de soir en soir. Donc, elle se lève dans l'après-midi. On la peut la voir dans le ciel de plus en plus tard. Elle se lève quand même dans l'après-midi et culmine ensuite de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit jusqu'à la pleine lune. Non, elle culmine de plus en plus tard en première moitié de nuit et se couche de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit jusqu'à la pleine lune où elle se couche quand le soleil se lève. Alors, allons voir le 23. Elle va être conjointe à l'étoile Nunki du Sagittaire. Si les commandent. Ah, voilà. Le 23, on la voit en dessous de l'étoile Nunki du Sagittaire. Il est 20h48 sur un. Le 24, c'est passé très vite. Le 25, la voilà devant le Capricorne. Le 26, elle arrive près de Saturne. Vous voyez, on va la voir
conjointe à Saturne, donc le 27. Donc le 26 au soir, elle est à droite de Saturne. Et le 27 au soir, elle a déjà bien passé Saturne, toujours devant la constellation du Verseau. Le 28, elle est conjointe à Neptune. Et voilà, vers 21h, elle est vraiment elle est à l'est-sud-est et Neptune est juste au-dessus. Donc, on peut bien se figurer la position de Neptune. J'ai pas oublié de montrer celle de Pluton. Donc, c'était quand elle était devant le Sagittaire, la Lune. Et puis, le 29, elle se trouve donc devant la constellation des Poissons pour la pleine Lune. Alors, allons voir cette pleine Lune. Donc, on va revenir dans la nuit du 28 au 29. Donc, le 28, elle va se lever à 19h23. Donc, enfin, du moins pour c'est pas l'heure exacte, mais elle va se lever à 19h05 le 27 pour un soleil qui se couche à 19h36. Donc, elle se lève avant le coucher du soleil. Là, donc, elle est levée au coucher du soleil. On la voit du côté de l'est. Parce que si le soleil, c'est la pleine lune, c'est opposé. Donc, si le soleil se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest, la lune fait pareil. Sauf qu'elle est affectée par sa latitude écliptique qui fait qu'elle est en dessous, elle est en latitude sud à ce moment-là. Et donc, elle a une course plus petite que celle du soleil. Mais elle remonte en latitude quand même. Donc, nous sommes le 28. Elle se lève avant le soleil, avant le coucher du soleil. Elle culmine à 1h23, donc bien sûr au milieu de la nuit, un petit peu avant le minuit vrai, et se couche à 7h37. Donc là, elle est devant la constellation. Elle passe des Poissons, du Verseau au Poisson. Elle est conjointe à Neptune. Donc c'est une pleine lune conjointe à Neptune. Et puis elle se couche un petit peu juste avant, ou pratiquement au moment du lever du soleil. Et le lendemain, alors je reviens, on va se remettre au soir. Et le lendemain, tchoup, tchoup, les commandes vont vite. Donc le lendemain, le 28 au soir, et pas le 29, pas le 30. Le 29 au soir, elle se lève à 19h28. Donc elle se lève encore même avant le coucher du soleil. Et puis, parce qu'elle gagne, par contre, comme elle remonte en latitude, voilà, elle gagne. Et elle culmine à 1h23. Alors, ne perdons pas plus de temps et allons voir le ciel nocturne un petit peu, les planètes surtout, parce que après, donc, la nuit on est sur la nuit du 26 au 27, hein, les étoiles, elles ne changent pas trop, elles gagnent une demi-heure par semaine. Donc, au sud, 1 heure plus tard, au sud, en début de nuit, le Sagittaire a passé sa culmination, il y a l'Aigle qui culmine, et donc au-dessus, le grand triangle de l'été qui bascule à l'ouest. Si je trace le méridien, là, vous avez le méridien, et là, vous avez le grand triangle de l'été, donc aux alentours de 21h. Voilà. Ensuite, du côté de l'ouest, en début de nuit, se couche le Bouvier avec Arcturus, très brillante, et on voit l'ours, la casserole, descendre au nord-ouest avec Arcturus dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Au-dessus, donc, s'en va aussi Hercule, le dragon qui descend, et donc nous avons déjà Vega, qui est carrément du côté de l'ouest déjà, et qui descend. C'est brillant. Au nord, on voit donc l'ours qui pique du nez vers le sol. Et puis, j'affiche le zénith comme ça. On voit le haut du ciel, le dragon très haut qui redescend, donc avec le losange ici, formé par la tête du dragon à côté d'Hercule et de Vega. Et du côté de l'est, s'élèvent les poissons qu'on va pouvoir apprécier en milieu de nuit.
on voit bien, en tout cas en début de nuit, le grand carré de Pégase et le signe très haut au-dessus. Alors, un peu plus tard dans la nuit, on va aller au milieu de la nuit, vers, alors c'est 1h42 pile chez moi. Donc, au milieu de la nuit, du côté de l'Est, se lève Orion, sous Aldébaran et les Pléiades ici, en Atlas. Vous voyez, il y a Uranus qui est pile entre eux, alors je grossis un peu. Il y a une corde là, on fait une corde entre Jupiter et les Pléiades et on a Uranus pile au milieu. Donc, tant que la Lune n'est pas trop éblouissante, on cherche Uranus avec des jumelles. Voilà, on voit le petit dessin. On repère 3 étoiles et Uranus complète un trapèze avec ces 3 étoiles. Donc, en s'aidant de stellarium, c'est vraiment facile, quoi, en fait. Donc, voilà, du côté de l'Est s'élève donc Orion, le taureau, Persée, et puis il y a Jupiter qui brille. Au sud, au milieu de la nuit, nous avons donc le grand carré de Pégase qui trône. Et puis là, c'est le moment d'apprécier pleinement la constellation des Poissons qui est si délicate mais si jolie, avec Neptune qui se trouve ici. Donc mais là, la Lune va être gênante, hein, sauf en début de semaine. On peut encore chercher Neptune. Et puis bien sûr, il y a Saturne. Donc là, c'est la nuit du 26 au 27, la Lune est conjointe à Saturne, donc facilement remarquable. Et puis l'étoile Faux-Maillot du Poisson austral. Grâce à cette étoile, au mois d'août, Saturne était pratiquement au-dessus de Faux-Maillot et on peut apprécier sa rétrogradation. Elle revient en arrière devant la constellation du Verseau. Disons qu'elle était à peu près là au début, au mois d'août, quand elle a entamé sa rétrogradation. C'était plutôt que ça, parce qu'elle va redevenir directe début novembre. Voilà pour le ciel de milieu de nuit. Donc, à l'ouest s'en va Altaïr, le grand triangle de l'été s'en va, puisque apparaît de l'autre côté, n'est-ce pas, à l'est, le grand G de l'hiver, le grand G de l'hiver qui est. Il manque du monde encore, hein, il manque Sirius, elle n'est pas levée, et Procyon. Et donc, en fin de nuit, on va aller voir se lever, ces deux. Donc, Procyon du petit chien et Sirius du grand chien, l'étoile la plus brillante du ciel, qui apparaît aux alentours de 3 heures, qui se lève à 3h21, donc entre 3h et 3h30, sous les 3 mages d'Orion, Aldébaran et les Pléiades, donc un tableau immanquable en fin de nuit. Et puis Vénus qui se lève enfin à 4h09, hein, entre 4h et 4h30, donc il nous laisse 3h30 pour l'apprécier avant le lever du soleil. Et donc si on va un peu plus loin, donc le lion se lève, vous voyez Vénus fait une entrée triomphale au lion, on pourrait dire, hein, quand on le voit comme ça, c'est magnifique. Le lion se lève avec Vénus devant. Voilà les sextantides diurnes, donc elles sont plus complètement diurnes, en fin de nuit on peut les voir. Et donc Mercure qui apparaît dans le ciel du matin, se lève là le 27 à 6h15, sous le ventre du lion. Donc là elle est repérable. C'est les sextantides diurnes, c'est ça. Et bien voilà, je pense que nous avons fait ce petit tour du ciel pour aller jusqu'à la pleine lune. Donc je reviens vers nous. Cette pleine lune qui est appelée la pleine lune des récoltes, car c'est la plus proche de l'équinoxe, et toujours la pleine lune la plus proche de l'équinoxe, et la pleine lune des récoltes dans les traditions. Bon, maintenant, nous allons partager quelques images et les dernières infos. Donc, partage d'écran. Allons voir. Ah bah oui, on va parler de l'équinoxe un petit peu et je vais vous montrer. Ah ben oui, Voilà, quelques images pour réexpliquer la rotation de la Terre autour de son axe nord-sud. Donc on voit que l'équateur est penché. Donc la même Terre avec son équateur penché par rapport au plan Terre-Soleil, donc le plan de l'écliptique au cours de l'année. Donc quand le Soleil éclaire le plus le sud, solstice d'hiver, équinoxe de printemps. Quand le Soleil éclaire le plus le nord, solstice de juin, donc d'été pour nous, et équinoxe de septembre, donc d'automne pour nous. Voilà une autre représentation, donc l'axe des pôles, le plan de l'équateur qui est perpendiculaire à l'axe des pôles, ça c'est la Terre donc,
Quand on parle de déclinaison, c'est par rapport au plan de l'équateur et le plan de l'écliptique, donc dans lequel la Terre tourne autour du Soleil, qui nous provoque nos saisons. Donc vous avez bien compris que les positions d'équinoxe qui sont ici, donc ces jours-là, le 21 mars et le 22-23 septembre, le Soleil culmine à midi au zénith, à l'équateur, et sur toute la Terre, il y a autant de jours que de nuits, enfin, en théorie, sans compter les effets atmosphériques, pour tout le monde, donc équinoxe, nuit égale. Alors ensuite, on peut se faire la représentation justement dans le plan de l'équateur, où on voit la déclinaison du Soleil par rapport au plan de l'équateur, donc qui explique parfaitement les signes du zodiaque. Donc déclinaison nord croissante, il monte jusqu'au solstice à 23 degrés 26 minutes du lot tropique du Cancer. Ce jour-là, il culmine au zénith à midi au tropique du Cancer, 21 juin. Ensuite, 23 septembre, équinoxe de septembre. 22 décembre, solstice de décembre, donc il culmine à midi au zénith sur le tropique du Capricorne, et équinoxe de mars, donc autant de jours que de nuits. Donc la durée d'une journée en janvier, février, mars, avril, voilà, mai, juin, l'augmentation des durées du jour en tenant compte de l'équation de temps. Vous voyez, ça ne fait pas un truc symétrique. Ah, c'est pas symétrique, d'accord. Oui, les journées diminuent en automne. La diminution est proportionnelle, mais par contre, ça se décale en fonction de l'équation du temps, la durée du jour. Donc, en ce moment, c'est de plus en plus tôt. Donc, la Lune qui atteindra sa libration maximale en latitude. Donc, ça, c'est la Lune le 24 septembre à 20h. Si vous voulez repérer le cratère Copernic, c'est le moment. Donc, le Soleil se lève sur la Lune puisque nous sommes en Lune croissante. Et voilà ce qu'on verra le 20 septembre au soir, le 24 septembre au soir. Donc la mer des pluies, et puis en dessous, il y a ce rond très marqué du cratère Copernic, et à gauche, la mer des îles. Alors ça, c'est l'astéroïde Bennu avec le bras de la sonde Osiris-Rex. C'était le 20 octobre 2020, et on attend le retour de la capsule d'échantillons prélevés donc par Osiris-Rex le 24 septembre, qui doit être larguée par la sonde qui va sa route, elle. Donc la capsule va être larguée au-dessus de l'atmosphère terrestre et est prévue d'atterrir en Australie, donc le 24 septembre. Il y aura donc environ 500 grammes de matière de l'astéroïde Bennu qui seront récoltés et analysés, bien entendu, pour en savoir plus. Et voici un sombrero martien capturé par Curiosity, je crois. Donc c'est encore une curiosité, le brave Curiosity. Curiosity qui a escaladé, Ah, a fait sa plus grande escalade depuis 11 ans, qui progresse sur Mars. Et c'est parce qu'on s'attend à l'endroit où il se trouve, on pense se trouver des traces très anciennes d'éboulement et qui nous en diront plus sur la présence de l'eau sur Mars. Et voici donc l'astéroïde Bennu et le bras d'Osiris-Rex en train de prélever les échantillons que nous attendons pour le 24 septembre. Et puis la Lune, donc je vous montrais, mais vous ne voyiez pas tout à l'heure, avec le cratère Copernic le 24 septembre, aux alentours de 20h. Donc le Soleil vient de se lever sur Copernic, la mer des pluies et la mer des îles. Donc il y aura d'autres images dans l'article, je n'ai pas tout à fait fini de les connecter. Donc là, il nous reste 5 minutes, on peut parler un petit peu des autres nouvelles. Donc là, je suis revenu vers nous. Hein. Ben, après le crash de Luna 25, et les Russes étudient, ont fait une enquête, quoi, voilà, comme toujours. Le succès du lancement de la mission japonaise avec l'atterrisseur lunaire de précision SLIM et le télescope spatial CRISM pour travailler en infrarouge, je crois. Donc, je vous ai parlé de Curiosity qui atteint une crête très difficile à atteindre et qui serait un témoin clé de la présence d'eau sur Mars.
Donc, pas question de passer à côté. Toujours sur Mars, Ingenuity, le petit hélicoptère associé au robot Perseverance, en est à son 59e vol, un record. Du côté d'Arianespace, il y a beaucoup d'optimisme, a priori, en ce moment. Et il y aura la mission Vega qui décollera le 5 octobre, après son échec du mois de décembre dernier. Donc, espérons que ce sera un succès cette fois-ci. Donc, par contre, Rocket Lab, la société néo-zélandaise qui menaçait de concurrencer SpaceX, vient d'essuyer un échec en vol là, de sa fusée. Donc, 4e échec. Ils ont eu beaucoup de succès, mais là, c'est un échec, donc ça les freine. Et puis, il y a l'association d'une start-up française, franco-allemande avec, la société texane Action Space pour aussi se lancer vers la Lune. En tout cas, pour faire, c'est une concurrence sérieuse à SpaceX et la France est dans la course. Donc, du côté de SpaceX, encore un 17e vol record d'une Falcon 9, donc avec fusée réutilisable. Donc, le même lanceur 17 fois, c'est un record. Le test des moteurs pour la prochaine mission Artemis 3, après l'échec du mois d'août, je crois, ou de juillet, c'était peut-être même en avril. En tout cas, les tests, c'est OK pour la mission Artemis 3, mais il faut le feu vert des autorités américaines, et donc ça pourrait quand même être reporté au début de l'année 2024. Je vous ai parlé d'Osiris-Rex, et puis la station spatiale, on finira peut-être là-dessus. La station spatiale, donc, dont 3 membres, les missions Soyouz 22, dont il y a 3 membres à bord de l'ISS depuis 1 an, va enfin rentrer sur Terre le 27 septembre, parce qu'il y avait eu une avarie sur le module en décembre dernier, donc ça a prolongé leur séjour de 6 mois, et ils sont 2 Russes et 1 Américain, et donc pour l'Américain, ce sera le plus long séjour d'un Américain dans l'espace. Et du coup, il y a le Soyouz 24 qui lance aujourd'hui, c'était il y a quelques jours, le prochain équipage de la station spatiale. Donc, bien sûr, ils vont se tuiler là-haut avant le 24 arrive, et puis après, le 22 s'en va. Voilà pour les nouvelles, et puis beaucoup aussi de découvertes dans le domaine astrophysique, galaxies à anneaux polaires, une éruption ultraviolette 400 quadrillions de fois plus lumineux que le Soleil, et la croissance de la structure cosmique qu'on croyait en augmentation, ne suit pas la théorie telle que l'on l'imaginait. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, il y a beaucoup de remises en question en ce moment. On se retrouve bientôt pour en parler. Donc, merci beaucoup de votre attention. Salut Christophe, salut tout le monde. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine avec cette lune gibbeuse croissante qui remonte en latitude, qui remonte en déclinaison, et qui donc va honorer les étoiles Nunki, après la planète Saturne, Neptune,